Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode hors série, je vous embarque à la découverte d'un métier qui mérite vraiment d'être reconnu, celui de consultante périnatale et parentale. Ce métier, c'est celui qu'exerce Carole, mon invitée du jour. Au travers de notre échange, elle nous expliquera en quoi ça consiste exactement, pourquoi elle a décidé de s'orienter vers cette pratique et comment un accompagnement global et une prise en charge sur le long terme sont essentiels au bien-être des familles. J'ai personnellement adoré écouter Carole qui nous parle avec passion de ce métier grâce auquel elle accompagne les parents. J'admire et salue son professionnalisme, sa bienveillance et surtout son engagement. De plus, il y a fort à parier que vous souhaiterez vous aussi vous faire accompagner par Carole après l'écoute de cet épisode. Alors bien évidemment, je vous glisse le lien de son compte Insta en description. N'hésitez surtout pas à la contacter, je suis sûre qu'elle se fera une joie de vous guider. Je vous laisse sans plus tarder découvrir ce fabuleux métier et je vous souhaite évidemment une très belle écoute. Coucou Carole, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter rapidement? Oui, alors moi, je m'appelle Carole Hélène, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, une petite de 10 ans et une petite grande de 13. Voilà, et j'habite dans le sud de la France, donc ça doit s'entendre à mon accent, parce qu'on dit souvent que j'ai l'accent chantant, donc voilà, et j'amène le soleil. T'habites où exactement dans le sud? Pas loin de Perpignan. D'accord, Donc, ok. vraiment, Alors- le sud, pas loin de l'Espagne, voilà. Et ouais, on voit t'es bien bronzée d'ailleurs, hein. Ouais, un petit peu, ça va. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Carole? Alors moi je suis, alors j'ai plusieurs, j'ai pas vraiment un titre à proprement parler parce que j'ai fait beaucoup de formations, mais aujourd'hui je suis alors consultante bien-être périnatale et parentale. D'accord, Donc j'accompagne en fait les futurs parents depuis leur projet conception bébé. Donc également ça peut être des couples qui sont en parcours PMA. Ensuite, j'accompagne les futurs parents durant la grossesse de la maman. Où là, d'accord, ça peut être voilà, des conseils plus bien-être, des conseils de gestion pour préparer l'arrivée de bébé, etc. Et notamment avec la naturo, les plantes aussi, qu'est-ce qu'on peut prendre pour favoriser, on va dire, un accouchement plutôt physiologique si les mamans le souhaitent, ou même si c'est pas physio, ben voilà, pour que le travail se fasse plus facilement. Ensuite, d'accord. ça accompagne toute la période du postpartum. Ouais. Ça va être plus, reprendre ses marques, accompagner le couple, soutenir les difficultés maternelles, parce que ça, je pense qu'on y reviendra, c'est assez présent encore aujourd'hui, Et ouais, malheureusement. bien sûr. Et donc ensuite, tout ce qui est, problématique au niveau de l'allaitement, du sommeil de l'enfant. Et donc ça, c'est vraiment la première partie autour de la périnatalité. Mhm. Et après, je vais jusqu'aux 10-12 ans de l'enfant où là, ça va plus Ah ouais. être sur, ouais, sur de la gestion émotionnelle, difficultés relationnelles avec les parents, les conflits intrafamiliaux, dans la fratrie, etc. Donc voilà, donc c'est un accompagnement qui est vraiment très, très vaste. Donc en France, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de titre pour ce que je fais. Mhm. Alors, je sais qu'au Canada, il y a notamment Mélanie Bilodio, qui est assez connue, qui passe pas mal voilà, sur les réseaux. Et je sais qu'elle passe aussi l'émission Les Maternelles. Et Ah oui, d'accord. voilà, au Canada, ça s'appelle psychoéducateur. Ok. Donc voilà, si je peux me comparer à quelque chose qui se passe ailleurs, ça serait plutôt de la psychoéducation, parce que vraiment, ça part voilà, de la toute petite enfance, de la naissance, jusqu'à ensuite, voilà. Et avant ça, C'est j'étais génial. 16 ans professeur des écoles. Voilà. Et ouais, alors justement, j'allais te demander comment tu es arrivé à faire ce métier-là, qu'est-ce que tu faisais avant et surtout, bah, qu'est-ce qui t'a fait switcher Ouais, vers ce nouveau job? ouais. Alors, en fait, moi, de toute petite, j'ai toujours voulu être psychologue pour Mhm. enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été enfoui en moi. Et je pense qu'à la quarantaine, on dit qu'on se révèle. Donc, ça a repris le dessus.
Carrément. Mais bon, à l'époque, pour des raisons personnelles, voilà, j'ai pas pu partir parce que sur Perpignan, il n'y avait pas de fac de psycho. Mm. Donc, j'ai pas pu partir et donc, je me suis destinée à l'enseignement, au professorat des écoles, avec en tête l'idée de plus tard passer ma licence de psycho, puisqu'à l'époque, c'était la licence de psycho qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est master. Il fallait la licence de psycho pour pouvoir être psychologue scolaire. Donc, je m'étais dit, je vais rentrer dans l'éducation nationale parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu aussi, voilà, le côté pédagogie, enseigner, etc. Et donc, j'avais passé mon concours à l'époque avec cette optique en tête de devenir psychologue scolaire. Et puis bon, c'est un métier que j'ai fait avec vraiment passion, avec tout mon cœur. J'ai mis vraiment, des fois, je me dis que c'était fou, tout ce que j'ai pu Ouais, m'investir. Et, j'imagine. Ouais. et sauf que ces dernières années, ben, en fait, au-delà de l'enseignement, voilà, il y a quelque chose qui me revenait sans cesse, c'était le fait que pour que les enfants puissent correctement apprendre et arrivent à entrer dans les apprentissages, la base, c'est qu'ils se sentent bien et en confiance avec l'enseignant, mais aussi au sein de ses pairs. Et donc, j'avais vraiment à cœur de mettre en place une dynamique de classe avec de la bienveillance, de l'empathie, de l'écoute, du partage, et surtout, 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 d'essayer de faire en sorte, alors, ça fonctionnait même dès la petite section, alors on faisait forcément différemment, mais jusqu'au CM2, l'idée de apprendre à comprendre le fonctionnement de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais souvent des enfants qui se faisaient des croche-pattes pour rigoler, voilà, des petites bêtises comme ça entre eux. Et, euh, et le fait de comprendre que peut-être sur un, ben, ça va faire rire, il va trouver ça drôle. Et peut-être que l'autre, en fait, ça va réveiller en lui quelque chose qui va faire qu'il va s'énerver et qu'on va arriver à des conflits assez violents. Et donc, voilà, c'était cette idée de ben, que les enfants arrivent à se connaître les uns les autres. Voilà. Ouais, c'est génial. Et justement, comment tu as appliqué concrètement Oui. des outils pour y arriver? Alors, ben, en fait, j'ai essayé de développer un petit peu mes propres outils. Donc, c'était essentiellement. Alors, la maternelle, c'était différent parce que bon, ils sont plus petits, mais la maternelle, c'était essentiellement euh, observer la réaction de l'autre. C'est-à-dire que ben, sur un visage, on voit un enfant qui est triste, un enfant qui est en colère, un enfant qui a peur, ou inversement, un enfant qui est super content, super excité, parce que la joie, l'excitation, ça fait partie aussi des émotions. Alors, on les oublie souvent, mais c'est aussi des émotions qui entraînent des réactions ben, chez l'enfant, comme chez nous les adultes. Donc, ça partait beaucoup de l'observation, en fait, de ce que l'enfant avait fait sur l'autre et qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact. Et donc après, c'était beaucoup de mise en mots. On travaillait beaucoup à partir de pictogrammes, d'images, etc. Et aussi par rapport à leurs besoins. À leurs besoins, parce que je me suis très vite rendu compte que ben, il pouvait y avoir des enfants dès la maternelle, ben, quand ils sont fatigués ou quand ils ont faim, quand ils ont soif, voilà, eux aussi ben, le manifester par un comportement que nous, en tant qu'adultes, on interprétait comme quelque chose de ben, c'est l'enfant qui me teste, c'est l'enfant qui n'écoute rien, c'est l'enfant, etc. Et sauf qu'en fait, ben non, ça correspond à un besoin. Un enfant qui à 11h30 se met à gigoter Et partout, qui ne ouais. tient plus en place, ben forcément, c'est qu'il y a quelque chose derrière et c'est pas juste A qu'il est priori, il a peut-être faim. voilà, c'est ça, où il est Ouais, fatigué, où il a juste envie de aussi, retrouver oui. maman. Enfin, bon, voilà, il y a plein Hmm. d'autres choses derrière. Donc, si tu vois, maternelle, ça partait surtout, voilà, partir de l'observation de l'autre et de essayer de savoir ben, quels besoins je peux avoir. Alors, c'est pas toujours évident, hein, mais voilà, au fur et à mesure de l'année, ben, je voyais que les enfants arrivaient d'eux-mêmes à dire ben, j'ai faim ou je suis fatiguée, etc., etc. Donc ça, c'était la maternelle. Et ensuite, à partir du CP, alors j'avais commencé à le développer avec les CM2. Et je l'avais transposé après avec les CP, CE1, où ça fonctionnait tout autant. Où là, c'était plus vraiment, j'avais mis en place un cahier de doléances. Donc, puisque c'était au programme du CM2, hein, Révolution française, donc cahier de doléances. Donc, en Ouais. fait, ils écrivaient dans ce cahier un petit peu tous les conflits qu'ils avaient pu avoir au long de la journée. Dès qu'il y avait un problème, ils écrivaient dans ce cahier de doléances. Et on y revenait dessus ensuite, en fin de semaine, lors d'un conseil des élèves. Donc, un conseil des élèves durant lequel, en fait, ben, moi, je m'éclipsais complètement.
Et je me mettais en position, enfin c'était horizontal, tu vois, au niveau, il y avait plus cette verticalité que Ouais, bien d'ailleurs j'ai sûr. essayé tout au long de ma carrière d'effacer. J'ai toujours essayé de me mettre sur le même plan que les élèves. J'ai jamais eu l'impression d'être supérieure à eux. Du D'accord. moins, alors les premières années, oui, forcément, hein, parce qu'on a ce besoin de contrôle de classe. Mais petit à petit, voilà, j'ai changé ma position. Donc, je me mettais, voilà, j'étais au même titre qu'eux. Donc, si j'avais envie de poser des questions ou d'intervenir, ben, je levais le doigt, j'attendais qu'on m'interroge aussi. Et donc, c'était vraiment les élèves eux-mêmes qui prenaient en charge en CM2 leur conseil. Donc, il y avait un délégué, un secrétaire, voilà. Et donc, on revenait Alors, au début, ça prenait beaucoup de temps, hein. Les premiers conseils en début d'année, ça pouvait prendre jusqu'à 1 heure et demie de Ouais, j'imagine. conseils. Et là, en fait, on reprenait toutes les difficultés, les conflits qu'il y avait pu avoir, qui avaient été consignés dans ce cahier de doléances. Et, Génial. et ce que je trouvais génial, c'est qu'en fait, il y avait deux choses. La première, c'est que le fait que moi, je sois en retrait, ça leur laissait entièrement la possibilité, eux, de s'exprimer avec leurs propres mots. Et de leur laisser en quelque sorte les clés en fait pour apprendre à se connaître. Donc moi j'intervenais ponctuellement, voilà, quand je sentais que c'était important que j'apporte quelque chose, ou que parce qu'à un moment donné je trouvais que il y avait des choses qui étaient un peu trop comment dire déplacées, etc. Donc là je levais la main, j'attendais, j'intervenais à ce moment-là. Donc il y avait ça. Et il y avait aussi le fait de différer en fait la gestion du conflit permettait que finalement, entre-temps, soit le temps était passé, et du coup, non, mais c'est bon, maîtresse, on l'a vu ensemble, c'est fini, c'est réglé. OK. Ou alors, ça permettait que quelque chose qui avait été assez mal vécu, le côté émotionnel était redescendu. Et donc, ça permettait en fait de mettre des mots plus calmement sans qu'il y ait ce côté émotionnel là, à ce moment-là, qui revienne et qui vienne tout perturber. Ouais, Voilà. c'est hyper enrichissant finalement en observant comme ça tous ces élèves Ouais. et en appliquant toi-même des méthodes que tu as créées. Tu as Mm. réussi à créer enfin, une vraie petite société quoi, autour de toi, hein, C'est ça. qui C'est ça. interagit, qui parle, qui communique. C'est Je ça. trouve c'est génial et j'imagine que ça doit énormément t'aider Mm. aujourd'hui dans ton nouveau métier. Ouais. Ah ben, c'est surtout pour ça, en fait, si tu veux, que j'ai décidé, voilà, d'aller creuser un petit peu sur ce que je faisais, parce que je suis quelqu'un qui aime bien savoir un petit peu, enfin, j'aime connaître plein de choses et j'aime me renseigner, voilà, sur un petit peu tout. Et donc, c'est ce côté pédagogie et surtout psychologie qui était toujours en moi. J'essayais d'aller comprendre par des formations un petit peu pourquoi ce que je faisais de façon intuitive fonctionnait. Parce que réellement, j'avais des classes qui s'apaisaient, j'avais des élèves. Je me souviens d'une phrase d'une collègue un jour qui m'a dit tu fais des miracles avec les élèves. Et ça, c'est une Waouh, phrase qui m'a. génial. Ouais, c'est vraiment une phrase qui m'a marquée parce que je me suis dit moi, j'avais pas l'impression. Alors oui, je voyais que c'était des élèves qui s'apaisaient. Des élèves, voilà, on m'avait dit quand il arrive en CM2, cet enfant, il écoute rien, il est insupportable, au niveau scolaire, c'est une catastrophe. Et puis, en fait, je voyais au fur et à mesure, c'est un élève qui s'apaisait, qui rentrait dans les apprentissages, qui avait des résultats qui s'amélioraient vraiment. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ça fonctionne en fait? Qu'est-ce qui Et fait que ouais, ça tu t'es marche? posé la question. Ouais, oui, oui, je me suis posé la question. Je me suis dit, waouh, quoi, enfin, ça fonctionne, mais du coup, pourquoi? Donc, c'est pour ça que je me commençais à me former, donc essentiellement au départ sur tout ce qui était les neurosciences, le développement psycho-affectif de l'enfant et ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie, pardon, la parentalité positive. Donc moi, positive, j'aime pas spécialement ça. Je dirais plus bienveillante, à l'écoute, D'accord. soutenante. Voilà. Ouais. Ok. Positive, je sais pas trop ce que ça veut dire en fait, ce terme de positif. Donc c'est plus voilà, soutenir l'enfant, l'accompagner, être dans la bienveillance, mais par contre tout en posant un cadre et des règles. Voilà. Et ça, c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, il y a on va dire les détracteurs de cette parentalité-là disent qu'en fait c'est le tout laisser faire à l'enfant et non, pas du tout. L'enfant, il Ouais. a besoin de cadre, il a besoin de structure et c'est ce qui va justement le rassurer. Et donc en effet, dans les classes, et c'est ce que je faisais en fait, hein. Il y avait la bienveillance, il y avait l'écoute, il y avait le fait de se mettre au même niveau qu'eux, c'est-à-dire que par exemple, moi, des fois, je pouvais m'agacer aussi, m'énerver. J'étais pas Mhm. l'enseignante, voilà, wouhou, super détendue, parce que ça n'existe pas, tout Ouais, comme ouais, les parents. c'est ça.
Et donc, du coup, mais c'était me mettre au même niveau qu'eux, c'est-à-dire dire, bah, écoutez, là, désolé, je me suis énervée, mais je suis vraiment épuisée. Aujourd'hui, ça a été compliqué pour telle et telle raison. Et en fait, ben, les enfants, les élèves, ils se rendent compte que ben, ouais, ben, derrière l'enseignant, il y a quand même un être humain aussi, et qu'il y a un être humain qui peut aussi, par moments, s'emporter, mais qui, par contre, reconnaît qu'à Ouais, tel moment, bah ouais, tout il n'a à pas fait. été cool, que, il a peut-être un peu dépassé les bornes. Et ça, ben, franchement, c'est ce que j'ai compris dans ces formations-là, c'est que c'était vraiment ben, la base, en fait, d'une sorte d'alliance, en fait. Voilà. Et ouais, c'est important aussi qu'ils puissent voir bah, l'adulte traverser des émotions que eux-mêmes Mm, aussi traversent pour d'autres raisons. Mais c'est ça ça. permet aussi de mieux les comprendre, je pense, pour eux et de mieux les gérer par la suite. Donc c'est très intéressant, ouais. Et est-ce Ouais. que c'est quelque chose que t'as appliqué, tous ces mécanismes avec tes enfants, toi-même en devenant mère? Ouais. Alors oui, J'imagine, ouais. alors ouais, je rigole parce que ça a été long, hein. Moi, je parle voilà, tout ce que j'ai mis en place comme ça. Bon, j'ai fait 16 ans d'enseignement. J'ai réellement commencé à le mettre en place. Ça devait faire à peu près ouais, 7-8 ans que j'enseignais. Donc c'est pas venu de suite. Et donc voilà, moi, ma fille est née à 13 ans. Donc voilà, quand je l'ai mis en place, j'avais déjà 3-4 ans en tant que maman. Et oui. Euh, et la formation, je les ai faites il y a 3 ans maintenant. Donc, Ouais, d'accord. voilà, mais je sentais dans mon parcours de maman aussi que ben, qu'il fallait que j'aille ailleurs, quoi. C'est parce que ben, s'énerver sur son enfant, crier. Bon, en plus, moi, avec mon aîné, j'ai fait une dépression postpartum. Donc, Ah ouais. donc c'était assez compliqué. Et c'est aussi tout ce cheminement, ce travail que j'ai fait sur moi pour justement ben, avancer, mais surtout me comprendre moi, c'est-à-dire comprendre mes mécanismes à moi Mhm, de défense et qu'est-ce qui faisait que ben, je pouvais à un moment donné ben, m'énerver ou être cette maman que je voulais pas être ou cette maîtresse que je voulais pas être. mhm. Donc oui, petit à petit, voilà, je me suis efforcée ben, d'essayer de faire différemment et puis ben, là, pareil, hein, je me suis aperçue ben, que ouais, ça avait un réel impact sur, ben, sur mes enfants, quoi. Donc, Et ouais, j'imagine. voilà. Voilà. J'imagine bien. Et alors, enfin, en quelle année, pardon, tu as quitté l'enseignement? Oui. Alors, ben, c'est tout récent. J'ai quitté ben, l'année dernière, au mois d'août. Ah, d'accord, ouais, ok. Ouais, Ça n'a pas ouais, été ouais. trop dur. Bah écoute, ça a Oh, été. Alors, il a fallu que j'aille quand même dans le mur. C'est-à-dire que ouais, j'étais arrivée à un moment donné où ça ne correspondait plus. Le système éducatif en lui-même ne correspondait plus à mes valeurs, d'accord. ne correspondait plus. Voilà, moi j'avais vraiment l'impression, ce que j'ai dit le jour où j'ai vu mon inspectrice pour la dernière fois, qui a essayé de faire en sorte que, voilà, de me faire changer dans ma décision. Je lui dis non parce que pour moi, j'assiste au quotidien à de la maltraitance d'enfants. Euh, Ah, je le vivais vraiment alors comme ça, dû à au quoi? Une système. faute de moyens qui vous est Ouais. donnée? Bah Ouais, oui, clairement. Clairement, ouais, en j'imagine. faute de moyens, parce que on a de plus en plus d'enfants, voilà, avec des besoins particuliers, et qu'il faut réellement que le système accompagne, parce qu'on peut pas laisser ces enfants comme ça. Sauf que ben, on aurait besoin d'orthophonistes, on aurait besoin de psychomotriciens, de psychologues. Alors là, maintenant, le psychologue scolaire, ça a évolué, hein. Maintenant, il faut aller quand même jusqu'au master. Parce qu'avant, ça n'allait qu'à la licence. Et il fallait faire, c'était, je crois, je sais plus, c'était 3 ou 6 ans d'enseignement. Et bon, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment, entre guillemets, non pas qu'avant, c'était pas des vrais psychologues, mais ils ont vraiment allé jusqu'au master avec les stages, avec la formation complète, Hmm, etc. oui. Mais voilà, de vrais psychologues formés concrètement à tout ce qui est question au niveau de l'enfant, etc., quoi. Donc Ouais, ça, ouais. et puis vraiment une perte de confiance des parents envers l'école, de l'école aussi envers les parents, parce qu'on est pas mal aussi, il faut dire, dans l'éducation nationale, à juger aussi les parents, Ouais, sans forcément, d'accord. alors c'est normal, hein, on n'est pas psychologue, on n'est pas assistant social, donc on n'est pas formé non plus à comprendre ben, ce qui peut se jouer dans la sphère intrafamiliale. Mais il n'empêche que ben, si on était un petit peu sensible à ça, ben, on pourrait comprendre aussi pourquoi certains parents sont sur la défense et pourquoi leurs enfants ont tel ou tel comportement en classe. Donc ça, et puis après, clairement, le manque de soutien de la hiérarchie. Et ça, Ah ouais, d'accord. ouais, ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, à la fin, hein, ce qui s'est passé, c'est que clairement, j'ai été victime de diffamation.
Et en fait, j'ai dû porter plainte en mon nom. Et c'est pas l'institution, en fait, qui a porté plainte, c'est moi, en mon nom. Et pour au final que ça arrive à un classement sans suite, alors que c'était quand même une Sans suite. diffamation Ah, sur Internet, avec mon nom, voilà, des choses ah assez oui, violentes, hein, où on disait que voilà, je maltraitais les enfants, etc. Alors que enfin, c'était waouh, complètement l'opposé de ce que j'étais en tant qu'enseignante et celle que je suis même en tant que personne. oui, Donc ça ça se a voit été bien. hyper violent, hyper violent. Et donc là, voilà, là j'ai dit bah stop. Et donc en fait, clairement, je suis arrivée à un burn-out, un stop. J'ai dit je peux plus. Et Waouh. donc voilà. Donc c'est ce qui Ah a fait ouais, que donc dis donc, Mm. sacrée histoire quand même, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est malheureusement c'est la réalité de ce que vivent aujourd'hui encore ben, mes collègues et c'est pour ça que ben, finalement c'est un métier qui n'attire plus, Et oui, qui n'attire plus. Alors bon, ça se euh, comprend, ouais. c'est ça. Donc bon Ok, voilà, c'est toutes ces raisons. d'accord, donc toutes ces raisons et qui ont fait que tu as quitté donc Mm. ton métier d'enseignante et que tu t'es réorientée. Mm. Donc c'est à ce moment-là que tu t'es lancée sur Instagram, c'est ça, où tu proposes Ouais, maintenant des accompagnements. Tu c'est as ça. déjà accompagné des familles, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui, oui. Alors, il faut savoir que donc pendant l'année dernière, j'étais donc 2023-2024, j'étais arrêtée hein, parce que c'était plus possible. Et donc j'ai pu quand même terminer la dernière formation que j'avais entreprise autour de la périnatalité justement, parce que de par ce que je faisais en classe et de par mon parcours personnel en tant que maman, comme je disais tout à l'heure, la dépression postpartum, etc. Je me suis dit qu'en fait, les parents avaient besoin d'accompagnement beaucoup plus tôt, finalement, dans le devenir parent, et que souvent les difficultés pouvaient déjà arriver. Alors, moi, au départ, j'avais conscience dès la grossesse, mais en fait, ça arrive même déjà avant, dans les parcours PMA, et je me rends compte avec les accompagnements que je fais, ça a un impact, ces parcours PMA, sur la grossesse et sur l'arrivée de l'enfant, etc. Et donc, forcément, ça a un impact dans le lien, dans la triade maman, bébé et papa, quoi. Voilà. Mais oui, ouais. Donc oui, donc du coup, depuis un an, j'ai officiellement ouvert mon entreprise puisque j'ai réussi à obtenir la rupture conventionnelle de l'éducation nationale. Ah, Donc d'accord. ouais, j'ai réussi. Tout le monde me dit, waouh, comment t'as fait? Je dis, je Pas sais sans pas. peine, j'imagine. Alors, moi, j'avais fait une sacrée étude de marché aussi, il faut dire, hein. Voilà, pour leur montrer que mon projet tenait la route et que Hmm. voilà. Je pense que le fait que du coup j'étais arrêtée, ils ont compris que voilà, pour moi c'était fini et qu'il valait mieux pour eux de me laisser partir aussi. Et puis je pense que non, je pense que c'était les planètes qui étaient alignées à ce moment-là. Donc voilà, donc rupture conventionnelle. J'ai ouvert mon cabinet en septembre l'année dernière. Et donc là, oui, j'accompagne. Alors c'est vrai que c'est le début, hein. Euh, mais oui, j'accompagne donc là des parents. J'ai eu deux, trois couples que j'ai accompagnés durant la grossesse et que j'accompagne là maintenant sur toute la période postnatale sur les 1 an de l'enfant. Je fais aussi de tout ce qui est atelier massage bébé. Donc là, c'est en fait une autre façon pour les parents de tisser du lien en fait avec leur bébé. Hmm. Ouais. Euh, et c'est d'ailleurs super quand on a des mamans qui sont en difficulté émotionnelle ou des mamans qui ont du mal parce qu'il y a des mamans qui ont beaucoup de mal à tisser ce soi-disant lien inné qui est censé arriver, mais qui est pas si inné que ça. Donc vraiment, il y a des mamans qui ont du mal à être en lien réel avec leur bébé. Et les massages, voilà, c'est une autre façon de pouvoir entrer en lien sans que ce soit quelque chose qu'elles vivent comme quelque chose de hyper invasif en fait et Hmm. hyper étouffant parce qu'il y a des mamans qui réellement le vivent comme ça. Et puis là, mes dernières formations, ça a été en fait, j'ai intégré les facs de médecine de Montpellier et Lyon et Ok. j'ai passé un diplôme universitaire en psychopérinatalité. Ah ouais, Et super. ouais, là pareil, hein, c'était les planètes alignées parce que normalement, j'avais pas. C'est une formation qui est ouverte pour les personnels médicaux, paramédicaux. Donc moi, Ok. je suis l'un ni l'autre. Hmm. Et en fait, j'ai dit, bon, je tente ma chance. Et sauf que j'ai contacté la secrétaire le jeudi et la formation commençait le lundi. Et donc là, la secrétaire a vu que j'étais hyper motivée, tout ça. Elle m'a dit, bon, je vais essayer de contacter la directrice du DU qui m'a appelée. Donc c'est une dame, c'est une pédopsychiatre sur Montpellier.
qui m'a appelée. J'ai passé un entretien. Clairement, c'était un entretien à 3 quarts d'heure au téléphone. Ouais. On fait plein de questions, voilà, pour savoir un petit peu si je tenais la route quand même. Et Mhm. donc, voilà, au bout de 3 quarts d'heure, elle me dit, je vous ouvre les portes du DU. Donc là, j'étais, waouh, c'est Waouh. trop génial. Eh, Et dis donc, c'est génial. ouais, 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 c'était vrai. Et du coup, voilà, ce DU m'a énormément appris sur, surtout le regard côté médical. Parce que moi, j'avais quand même malgré tout ce côté regard, alors formation, mais surtout aussi maman. Oui, Et, bien sûr. et c'est en ça qu'il faut aussi faire attention. Alors bon, comme je dis, j'ai fait beaucoup d'années de thérapie, de travail personnel, etc. Donc maintenant, voilà, je suis plus dans le transfert avec les parents que j'accompagne, parce que ça, c'est hyper important. Mais j'avais quand même ce regard un petit peu maman, j'avais pas le regard ouvert sur le côté médical et l'accompagnement médical. Et donc voilà, ce DI est venu enrichir toutes ces autres formations pour déjà voir l'importance de travailler en lien entre professionnels. Mhm. Eh oui. Chose que j'ai encore du mal à faire avec certaines professions, notamment les sages-femmes, qui sont assez méfiantes Ouais. sur ma profession et je le dis tout le temps, mais vraiment, je les comprends. Donc vraiment, je comprends cette méfiance qu'elles ont, mais sincèrement. Donc je me dis, voilà, il faut laisser le temps, ça viendra. Dans le DU au début, voilà, les sages-femmes, j'ai senti, waouh, quand j'ai dit, alors en plus, comme je dis, j'ai pas vraiment de nom pour mon métier. Oui, oui, oui. C'est pas Mais évident comme j'ai dit que de se j'étais présenter, quoi. consultante, ouais, c'est ça, c'est ça. Et Ouais. quand j'étais consultante, on m'a dit, mais alors de suite, ça a été tu es doula. Et je dis, alors, moi, j'ai rien contre les doulas, il n'y a aucun souci. Mais elle, c'était vraiment la défiance. Et j'ai dit, non, non, je suis pas doula. Et c'est au fur et à mesure de l'année de formation, elles ont appris à me connaître et que, ouais, ben voilà, elles ont lâché prise et qu'en fait, elles se disent, ah ben oui, en fait, toi aussi, tu as ta part à, enfin voilà, cette profession-là, du moins comme, avec les formations que j'ai, a entièrement sa place dans la boucle, en fait, d'accompagnement des parents, quoi. Voilà. Et oui, bien sûr. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces nouveaux métiers là qu'on voit apparaître ne sont pas là Mm, pour remplacer les métiers du tout. de sage-femme, de gynécologue obstétricien, pas du tout. Ils sont là justement pour compléter un petit peu toute cette palette C'est ça. d'outils ou de pros de santé qu'on Mm, offre aux parents. Et c'est qu'un plus justement parce que plus les parents seront bien accompagnés et plus ils pourront choisir toutes sortes de pros qui leur convient, qui leur parlent, mm. plus le monde ira mieux, quoi. Enfin, C'est ça. c'est évident, quoi. C'est ça. Donc, ouais. Ouais. C'est vrai que, tu vois, par exemple, dans le côté parcours PMA, ce qui ressort souvent, ce qui ressort très, très, très souvent, c'est que c'est très médical. Et il n'y a pas très peu, alors même si on conseille aux parents, hein, allez voir un psychologue, faites-vous accompagner, mais c'est juste des suggestions et c'est pas entièrement mis dans la globalité. Alors je sais qu'il y a certains endroits en France qui ont certaines cliniques ou certains hôpitaux voilà, qui travaillent sur la PMA, qui ont mis quand même maintenant ça dans le dispositif, ce soutien émotionnel, parce que les parents, clairement, ils sont dans une souffrance et une solitude, mais extrême, extrême, extrême. Et donc voilà, c'est des métiers comme le mien qui vont venir, alors bien sûr avec des formations, on va dire, solides, hein, Oui, 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 bien parce qu'il y sûr. a ça aussi, là en discutant avec les professionnels de santé dans le cadre du DU, ce qu'ils me disent, c'est que souvent, les parents, quand ils sont dans cette vulnérabilité, ils peuvent Ah, tomber, voilà, entre les mains de un petit peu n'importe qui et n'importe quoi. ouais. Et sur ça, c'est en ça que ça dérange en fait les professionnels de santé et avec lesquels, enfin, voilà, je les rejoins entièrement. C'est que c'est vraiment toute la période périnatale, donc qui prend en compte ce parcours conception de l'enfant. C'est vraiment une extrême vulnérabilité psychique. Mm. Et donc, il faut vraiment faire attention, les parents, à vers qui on se tourne et Et oui. ne pas faire confiance un petit peu à n'importe qui. Et c'est ce qui est difficile aujourd'hui en France, voilà, avec toutes ces professions qui émergent. Et ouais, bien sûr. Donc, c'est aux parents de bien chercher, de peut-être se faire recommander par d'autres Oui, couples, des proches, des c'est ça. personnes comme toi de confiance qui ont de l'expérience terrain, de l'expérience universitaire, on va dire, et C'est également ça. un parcours personnel de maman avec Mm, des connaissances solides qui seront mm, à même de les accompagner au c'est mieux ça. pendant leur parcours, quoi. Ouais, c'est Ouais. hyper important. Là, par exemple, Et j'ai alors, l'exemple. Oui, ouais, pardon. dis-moi. Non, Oui, non, non, mais là, vas-y. parce que j'ai l'exemple d'une dame qui est, voilà, que Hum. j'accompagne en ce moment. Parcours PMA, le premier jour, je la rencontre, mais elle était effondrée, complètement Ah, effondrée.
Et elle me dit qu'en fait, elle avait fait un atelier par une association, donc association dont je fais partie, hein, où on propose des ateliers à la parentalité. Donc, elle avait fait un atelier avec un professionnel sur le thème de la PMA. Et en fait, elle s'est retrouvée, donc normalement, ça doit être un atelier donc à plusieurs, avec échange entre parents qui vivent la même chose. Sauf qu'elle s'est retrouvée toute seule avec un professionnel PMA et une amie de ce professionnel qui était acupuncteur. Et en fait, la maman m'a dit, mais moi, je me suis sentie, donc la professionnelle n'a fait quasiment que parler de son propre parcours à elle. Et elle me dit, je me suis sentie pas du tout écoutée, presque à un moment donné jugée. Et donc, elle était, quand je l'ai accueillie dans mon cabinet, alors elle m'avait trouvée via Facebook, parce que j'avais mis D'accord. accompagnement PMA, accompagnement émotionnel, etc. Et elle était vraiment pas bien. Donc, moi, j'ai dit, OK, si vous voulez, je peux vous accompagner, parce que j'ai des outils, voilà, parce que je fais aussi de l'EFT, donc c'est l'équivalent de l'EMDR. Donc, c'est les Ah techniques oui, de ok. libération émotionnelle pour les professionnels du bien-être, mais qui ont le Ok. même but. Voilà, sauf que, et c'est là que je dis, il faut faire attention aux professionnels qui accompagnent, sauf qu'à un moment donné, moi, quand je sens que la maman est trop vulnérable, ou que, il y a des risques qu'elle décompense à la sortie de mon cabinet, ben, j'oriente. C'est-à-dire que je lui dis, OK, si vous voulez, on peut travailler ensemble, je peux vous accompagner d'une certaine façon. Par contre, là, je pense que vous avez aussi besoin d'un soutien psychologique, voire avec un psychiatre, etc. Et donc Et ça, ouais, c'est ça qui est important. et c'est ça. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter, moi, et comme tout professionnel, hein, mais que ce soit même dans le milieu de la santé, et dire à un moment donné, ben, j'ai mes spécificités. Par Mhm. contre, là, ça s'arrête ici. Mais par contre, je connais tel et tel professionnel qui peuvent vous Ouais. accompagner aussi. Et c'est en ça qu'en fait, on crée ce réseau et un Mm. peu ce cocon, finalement, dans lequel les parents vont se sentir ben, portés et accompagnés et ils ne se sentiront pas seuls, en fait. Et ouais, Voilà. ouais, ouais, c'est hyper important ce que tu dis. Et alors toi, tu consultes comment? En cabinet? T'as un cabinet là-bas à Perpignan, aussi en Ouais. présentiel? Comment ça s'organise, ces suivis? Oui, alors en fait, j'ai un cabinet dans lequel où essentiellement ben, je fais mes rendez-vous, donc que ce soit ben, les rendez-vous comme je disais, hein, anténatal, postnatal, et ensuite avec les enfants plus âgés. Et ensuite, je fais aussi, je propose des ateliers pour une association à la parentalité qui s'appelle Artemis Super. sur Ah oui, je connais, Perpignan. ouais. Mhm. Voilà. Et ensuite, voilà, moi je suis en plus, donc maintenant, de par ce parcours, voilà, j'ai rencontré de chouettes personnes, notamment sur mon stage à l'hôpital dans le cadre du DU. Et par le cadre des soins, j'ai découvert l'association SPAMA, qui est une association qui œuvre autour du deuil périnatal. Et Ok. donc, voilà, je suis bénévole depuis peu et après avoir passé aussi pas mal d'entretiens d'entretiens avec eux. Et donc, voilà, de ce côté-là, bénévolat, c'est le deuil périnatal. Donc, c'est-à-dire que moi, à titre professionnel, si c'est une maman qui vient de son propre chef me voir, je peux accompagner au deuil périnatal. Par Mm. contre, si c'est une maman qui vient par l'association, ben, ça reste du bénévolat et ça reste de l'association. Voilà. Donc, je ne mélange pas non plus D'accord. les deux. Ouais, ouais, d'accord. On Euh, comprend bien, ouais. voilà. Et puis là, ben, je suis en train d'essayer de peut-être voir de travailler, parce que je développe de plus en plus ben, les réseaux avec les kinés, les orthophonistes, Mhm. les psychomotes, certains pédiatres aussi. Donc peut-être voir d'essayer de travailler peut-être en plus dans un autre cabinet pour voir à un moment donné quand je le pourrai financièrement, parce qu'il y a ça aussi, hein, quand on se lance, Et il y oui, a tout le voilà. côté financier. Mm. Mais ouais, parce que vraiment pour moi c'est hyper important d'arriver à tisser ce lien et voilà, il y a plein d'endroits en France où il y a des maisons de la parentalité ou des maisons Mhm. qu'on appelle de naissance, mais où vraiment il y a tous ces professionnels qui gravitent autour de l'enfance et de la famille, et où vraiment ben, les parents se sentent portés parce que justement, c'est pas, ben, écoutez, vous devriez peut-être voir un kiné ou un psychomote. Et en fait, le parent, il s'en va, il est lâché et ben, Oui. c'est pas trop. Alors que là, ben, dans les cabinets, on connaît les personnes avec qui on travaille. Et on sait, voilà, on sait le travail qu'ils font et ça permet de dire, ben, écoutez, si vous voulez, je peux en référer avec mon collègue, on peut le voir ensemble si vous voulez. Et il y a cette réassurance et cette confiance réciproque qui s'installe en fait entre les parents et les professionnels, quoi. Et oui, c'est grâce à ça, le parent peut vraiment être guidé d'un pro à l'autre Mm. et vraiment trouver le bon interlocuteur facilement.
sans C'est être ça, lâché dans la nature comme il peut l'être c'est ça. souvent, quoi. Mm. C'est ça. Ben, c'est ce qui ressort hein, quand on devient Ouais. parent, on est très bien encadré, tu en sais quelque chose. Ouais, intéressant. Quand on est enceinte, voilà, ou même parcours PMA, on est très accompagné Mm. médicalement, on n'est pas seul, on est suivi, il y a les rendez-vous rythmés, etc. Et puis au sorti de la maternité, eh Plus ben, c'est rien. le vide absolu. Alors Ouais. c'est vrai que maintenant le gouvernement, depuis quelques années, là, a mis en place, enfin, c'est tout récent, hein, les entretiens post-natal, enfin prénatal et post-natal précoces avec les sages-femmes. Bien Euh, sûr. mais clairement, il faut dire ce qui est, c'est qu'une heure de rendez-vous. Ouais. Et alors, il peut y avoir d'autres rendez-vous en plus avec la sage-femme, mais ça ne remplace jamais tout ce soutien qu'il y avait en anténatal et où vraiment les parents sont démunis, quoi. Voilà. Et ouais, carrément. Et c'est aussi ce manque, je trouve, de soutien post-accouchement qui favorise en tout cas Ouais. les dépressions du postpartum qu'on voit fleurir, enfin qu'on diagnostique à beaucoup de femmes. On en parle encore trop peu. Ouais. Et c'est une vraie catastrophe. Je pense que justement, là aussi, toi, tu auras un rôle essentiel d'accompagnement des parents dans cette période-là et des mères Ouais. particulièrement. Ouais, il faut savoir quand même qu'encore là, hein, le dernier rapport, le dernier rapport au niveau national, dit que malheureusement le suicide est la première Ouais, cause de décès maternel en France à 1 an après la naissance. La c'est une première cause, catastrophe, les chiffres, pareil. donc Ouais, qui vient avant les complications médicales ou de suite de couche ou enfin c'est quand même voilà. Alors pour ça, c'est vrai qu'il y a l'association Maman Blues qui ouais, œuvrent vraiment, enfin voilà, elles sont fantastiques. Mais malheureusement, c'est encore la réalité du terrain et c'est vrai que voilà, le gouvernement essaie de mettre en place, comme je disais tout à l'heure, avec ces entretiens Mm. prénatal précoce où voilà, la sage-femme va essayer de poser des questions sur un petit peu comment les parents se sentent, comment ils ont accueilli l'annonce de la grossesse, essayer d'un petit peu de détecter ce qu'on appelle des critères de vulnérabilité Mhm. qui pourraient faire que potentiellement la maman pourrait éventuellement développer une dépression ou du moins voilà des difficultés une fois le bébé là quoi. Ouais, Mais bien sûr. ce que moi j'ai envie de dire et ce qu'on a vu dans le cadre du début avec tous les professionnels hein, parce qu'il y avait vraiment il y avait des pédopsychiatres, psychiatres, psychomotriciens, on avait même un chirurgien dentiste qui est Ah spécialisé oui, dans qui est ah ouais, venu, d'accord. ah ouais, qui nous a fait des cours sur l'allaitement et toutes les complications au niveau des freins restrictifs, positionnement de langue, qui entravent en Génial. fait l'allaitement. Ouais. Et, donc voilà, tous ces professionnels disent qu'en fait, ça n'est pas que l'affaire finalement de la sage-femme. Alors la sage-femme, bien sûr, elle est en première ligne pendant avec les obstétriciens au moment de la grossesse. Donc forcément que ça va être les premiers à pouvoir détecter voilà, cette vulnérabilité qu'il peut y avoir. Mais finalement, c'est l'affaire de tous les professionnels Mm. qui gravitent autour. Enfin, je veux dire, si par exemple la maman fait de la kiné ou fait voilà, des séances avec un ostéopathe pendant la grossesse, lui aussi, il est Mm. professionnel, il accompagne la maman. Et en discutant, etc., si jamais il sent qu'il y a quelque chose ou la maman qui craque dans le cabinet, je pense que c'est aussi à un moment donné son rôle de dire bah, attendez, écoutez, quelle est votre sage-femme est-ce que vous êtes d'accord pour que je la contacte? Et voilà, pour qu'il y ait réellement du lien qui soit fait. Et oui. Par exemple, parce que en fait, on rentre tous dans cette sphère et il suffit qu'à un moment donné, il y en ait un d'entre nous qui détecte quelque chose ou qui lui dise oula, moi je la sens pas très très bien là, il y a quelque chose qui Mm. forcément. Et c'est là que peut-être il y a quelque chose qui fait défaut dans le maillage, en fait. Voilà. Ouais, bien sûr, c'est hyper intéressant, mais pour ça, il faut forcément que les professionnels soient formés ou du moins Sensibiliser, ouais, sensibilisés, bien sûr, voilà, à ces problématiques-là pour mm, justement détecter puis réorienter auprès des bonnes c'est personnes. ça. Et puis, en Ouais. sachant aussi qu'il y a des mamans, du coup, là, je parle à titre personnel, hein, moi, ma grossesse, la première grossesse, je l'ai vécue super bien, j'étais super Mm. épanouie. Alors, bien sûr, j'avais mon parcours de vie, bien sûr, hein, en tant qu'enfant, etc. Mais voilà, Ouais. j'étais hyper épanouie pendant ma grossesse. Donc, forcément, je n'aurais jamais, même si on m'avait posé des questions, savoir comment je me sentais, etc., je pense honnêtement que le professionnel n'aurait pas pu Mm.
dire, ouh, là, il y a déceler. peut-être un risque. Ouais. Voilà. Mhm. Alors, il y avait le fait qu'aussi, à l'époque, on était éloigné de la famille, on n'avait pas de soutien familial. Et ça, Mhm. c'est un des critères de vulnérabilité, de savoir, ben, est-ce que vous avez du soutien, du relais, si vous êtes épuisé, etc. Parce que ben, l'épuisement parental, on sait que ça favorise malheureusement du moins ce mal-être, mais que la Mhm. dépression soit quand même quelque chose au-delà, encore plus profond. Mais ça fait partie d'un des critères. Mais sinon, voilà, moi, à titre personnel, non, et ça m'est tombé dessus, accouchement hyper compliqué, hyper traumatique, pas de suivi derrière. Et puis, pouf, voilà, il y a tout qui retombe. Et des fois, ça remonte de l'inconscient, quoi. Donc, Ouais. je dis pas que les professionnels ne font pas leur travail du tout, parce que des fois, on ne peut clairement pas le détecter, en fait. Voilà. Ouais, 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 Donc, bien sûr. c'est vrai que c'est pour ça que ben, moi, par mes accompagnements, quand j'accompagne les parents dans l'anténatal, comme c'est quand même une relation, je prends vraiment le temps avec les parents. Voilà, c'est des rendez-vous qui durent 1 heure et demie. Ah oui. Euh, qui dure 1 heure et demie, même des fois ça dépasse un peu, mais bon, j'essaie de me cantonner à 1 heure et demie. Et en fait, les parents, quand on tisse ce lien qui est différent de l'aspect médical, où vraiment on leur accorde toute leur place, etc., et ben là, ils livrent des choses. Ils livrent Mais des oui. choses. Bah oui. Et c'est Il faut là leur qu'en laisser fait, l'espace, le temps aussi, hein, de parler, de se dévoiler. c'est ça, c'est ça. Donc, c'est vrai que ben, moi, sur ça, c'est en ça que vraiment je suis complémentaire avec tous les autres, c'est-à-dire que les parents, je leur accorde une place différente que celle qu'ils peuvent avoir dans un cabinet de gynéco-obstétricien ou de sage-femme voilà, enfin, ou de kiné ou autre. Et donc, en fait, ça me permet, moi, par exemple, je sais que j'ai fait le lien à un moment donné avec des sages-femmes, parce que voilà, dans mes rendez-vous, je ne prends pas une maman qui est enceinte, je ne la prends pas en rendez-vous si elle n'a pas un suivi sage-femme ou Ah gynéco. oui, c'est une condition pour toi Ah, c'est une de condition. suivi, ouais. C'est ça. C'est-à-dire que moi, dernièrement, j'ai une Ok. maman qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, je souhaiterais avoir un accompagnement avec vous, etc. J'ai posé la question, je lui ai dit, d'accord, et votre sage-femme? Ah non, mais je veux pas de sage-femme, je veux accoucher à la maison, à domicile. Donc, D'accord. j'ai dit, ben, c'est pas de souci, c'est votre choix. Il y a pas de problème, je l'entends, et si c'est OK pour vous, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, je ne pourrais pas vous accompagner. Ah Voilà. oui, d'accord. Et Oui, ça, tu es ferme là-dessus. ah oui, ah oui, oui, je suis ferme là-dessus. Alors, c'est peut-être ce qui différencie peut-être des doulas qui, elles, ben, peuvent être là à la maison, accompagner un accouchement physio à domicile, etc. Moi, par contre, c'est une condition sine qua non sur laquelle je ne déroge pas. Ouais, d'accord, je comprends. Ouais, ouais. Parce que j'ai vraiment ce besoin de... Alors, non pas qu'après, elles peuvent faire leur accouchement à domicile, hein, il n'y a pas de souci, hein. Hmm. Euh, mais par contre, il y a quand même un suivi qui quand même doit être médical, qui doit être là, présent. Et surtout, ben, que la maman sache que ben, voilà, s'il y a un souci, comment je fais, quoi. Parce qu'on n'est jamais à Eh oui. l'abri voilà, que l'accouchement se passe mal et que et voilà, et même le bébé, quoi. Quand même des constantes à vérifier. Mhm. Donc, voilà, ça, par exemple, c'est une de mes conditions. Je ne prends pas s'il n'y a pas d'accompagnement médical à côté, quoi. Ouais, 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 d'accord. Et en termes de tarifs, comment tu fonctionnes? C'est un tarif qui est personnalisé selon la demande du client? Est-ce que tu as un système de formule? Comment ça marche? Ouais. Ouais, alors, on va dire à mon grande dame, c'est que ben, forcément, en n'entrant pas dans le parcours de santé, ben, du coup, ben, c'est des rendez-vous qui sont pas remboursés. Et ouais, Donc malheureusement. c'est vrai que, alors comme beaucoup aussi de psychologues, hein, alors certains maintenant, Mm. il y a le parcours santé peuvent être pris en charge, mais bon, moi c'est pas pris en charge encore aujourd'hui. Alors certaines mutuelles commencent à faire des petits forfaits. Donc Ouais, suivant les j'ai mutuelles, vu donc selon ça. ce que j'ai aux parents, ben, essayez voilà, de vous renseigner auprès de votre mutuelle. Mais sinon, ouais, je fais des forfaits. Donc, des forfaits. Donc, par exemple, si c'est un parcours PMA, je fais un forfait sur des accompagnements en PMA, puis après pendant la grossesse et en postnatal. Mhm. Si c'est la maman est déjà enceinte, ben, ça va être un forfait qui va par exemple comprendre 3 rendez-vous pendant la grossesse, trois Ouais. rendez-vous en postnatal, et par exemple, j'inclus dedans les séances atelier massage bébé. Tu vois? Ah oui, d'accord, super. Ouais, ouais. Et donc ça, ben, souvent, je dis aux parents, ben, ça, vous pouvez le mettre sur votre liste de naissance. Eh bah ouais, ça c'est un Et super ça, cadeau, c'est un cadeau utile. et ben oui, et oui, et oui, et c'est vrai que ben, finalement, là, ben, les 3 parents que j'ai accompagnés là sur cette formule-là, et c'est ce Mm. qu'ils ont fait. Ils ont mis Sur la sur leur liste liste de de naissance. naissance. Et en Eh fait, ouais. ben, le retour qu'ils me font, c'est qu'en fait, ben, c'est trop bien parce qu'ils se disent que c'est vraiment un cadeau alors qu'ils se sont offerts à eux, mais aussi à leur enfant. Ah Parce ouais, que bah oui, bien sûr.
Bah oui, oui, parce que voilà, moi j'ai le souvenir de deux couples. Le dernier rendez-vous avant, pas loin du terme, il y avait une tension, il y avait une appréhension, il y avait, enfin, c'était assez électrique. Et finalement, le retour que j'ai eu, c'est heureusement que qu'on vous a vu parce que ça a permis de faire baisser la tension, cette excitation, l'appréhension, etc. Et qui a fait que voilà, ils se sont détendus, ils ont profité voilà des dernières semaines avant l'arrivée de bébé. Et le fait de les voir ensuite, ça fait tout un lien. En plus, moi, du coup, c'est super joli parce que je vois le bébé Bah oui. et je me Tu dis, m'étonnes, tu waouh, dois être trop content. ouais, je me dis, waouh, c'est chouette. Et puis, comme je les accompagne aussi derrière, par exemple, il y a notamment, je pense à un couple, euh, voilà, comme je suis un petit peu formée à tout ce qui est l'observation des mouvements généraux du bébé, j'ai pu un petit peu, lors de la séance massage, voir comment le bébé voilà, se mouvait. Et en fait, là, j'ai détecté des petits signes au niveau du mouvement généraux et j'ai dit aux parents, peut-être que ça serait bien d'aller voir un kiné pour voir un petit peu sa motricité, etc. Parce qu'il y avait des petites choses qui me plaisaient pas spécialement. Et en fait, j'ai bien fait parce que les parents, donc là, pareil, donc j'ai conseillé, j'ai contacté, j'ai dit aux parents, je les connais vraiment très, très bien, je ferai le lien aussi, etc. Et en fait, ouais, je me dis que j'ai bien fait parce que oui, il y avait des petites choses quand même Ah à ouais, travailler avec c'est lui, fou. quoi. Et du coup, le Oh, bébé, c'est c'est génial. vachement plus apaisé. C'est un bébé qui était tout le temps en hyper extension, il devait tout le temps être regroupé. Alors, le regroupement, pardon, c'est hyper important, hein, les premiers mois. Mais là, c'est un bébé qui avait besoin de plus, tout le temps porté. Et bon, la maman elle était épuisée, elle n'en pouvait plus, quoi. En plus, avec l'allaitement, enfin, elle n'en pouvait plus, elle était au bord de l'explosion, quoi. Et le fait d'avoir voilà orienté sur ce kiné qui a pris en charge et qui a commencé à faire certaines choses, c'est un soutien pour les parents, quoi. Ah ouais, c'est vraiment génial, je trouve, que tu sois présente comme ça à toutes les étapes de vie des parents, avant, pendant, après, et même bien plus tard avec des enfants plus Oui, grands. Je trouve oui. cet accompagnement-là global, il est génial, quoi. Enfin, c'est essentiel pour les parents. Disons que c'est vrai que on va dire que la spécificité que j'ai, c'est que voilà, je peux les accompagner de la grossesse jusqu'après. Voilà, c'est des parents qui pourront revenir à un moment donné me voir sur une problématique de sommeil, parce qu'il y a ça aussi, le sommeil, on entend de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on peut trouver des trucs sur Internet et dire, je suis formée au sommeil. Et ouais. Mm. Voilà. Là, j'ai une maman, voilà, j'ai pareil, une maman qui est venue pour le sommeil et qui me dit, voilà, elle m'explique qu'elle a été vue par une autre professionnelle, etc. Et moi, dans mon ressenti, je me suis dit, mais en fait, ça, tout le monde peut le trouver. Ces infos, tout le monde peut les trouver sur Internet, en fait. Ouais, là, Donc, on joue encore une fois sur la vulnérabilité des parents c'est ça, épuisés. c'est ça. Et sans compter que cette professionnelle derrière, la maman n'était pas bien, elle a essayé de la rappeler et elle a plus donné signe de vie, cette professionnelle. Donc, je trouve que ouais, c'est. Alors après, c'est peut-être quelqu'un de très. Je la connais pas personnellement, hein, qui a de très grandes qualités professionnelles. C'est pas du tout. Je suis pas du tout en train de dénigrer, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut pas en tant que professionnel lâcher un parent qu'on a vu et à un moment donné, dire, écoutez là, je vous ai donné mes conseils, mais je ne sais pas. Peut-être essayer de vous tourner vers un autre professionnel. C'est humain aussi, hein. Enfin, moi, j'ai pas non plus toutes les clés et c'est pour ça que je délègue et j'oriente vers les pros qui sont formés vraiment sur ça, quoi. Ouais, mais justement, c'est là aussi qu'on voit un bon professionnel, c'est au fait qu'il reconnaisse ses limites, tout Mmh. simplement. Ah clairement, clairement, mais je pense que comment dire, c'est la base. Enfin, moi c'est ce que je faisais aussi en tant qu'enseignante, hein. À un moment donné, écoutez, je sais pas accompagner votre enfant, je suis pas formée à ça. Il y a des professionnels qui le sont, et c'est ce qui fait aussi que le parent se sent en confiance en fait, parce que ouais, c'est parce que c'est hyper, surtout dans ces périodes-là. Donc voilà, donc Ouais. je peux les accompagner sur le sommeil, je peux les accompagner après sur la gestion. Voilà, la gestion émotionnelle. Là, par exemple, un couple qui est venu. Alors, c'est super parce que parents séparés, mais parents présents tous les deux au rendez-vous. Et ça, j'ai trouvé ça, waouh, j'ai dit, c'est génial, en fait. Et les deux qui se soutenaient, donc l'enfant avait un comportement différent chez la maman de chez le papa. La maman qui était vraiment, qui se disait, je suis nulle, je sais pas faire, etc. Donc, on a beaucoup travaillé sur, euh, sur comment dire, sur le côté émotionnel, l'importance de la présence et pourquoi l'enfant réagissait peut-être comme ça avec elle, etc. Voilà, j'ai fait deux rendez-vous et la maman, elle est partie, elle m'a dit, mais en fait, en deux rendez-vous, j'ai appris énormément de choses sur comment fonctionne mon enfant
Et elle me dit, je suis complètement rassurée et apaisée sur mes comportements. Et là encore, j'ai eu des nouvelles. Ben, voilà quoi. Donc je me dis, Ah, alors à c'est mon mari super. rigolant, il me dit, ben, tu vas pas faire fortune comme ça si en de rendez-vous, ils viennent plus te voir. C'est vrai. Et j'ai Mais dit, au mais moins, pour ça moi, montre c'est pas, que ça fonctionne, quoi. c'est C'est ça. top et c'est Et- bien si tu as des couples aussi qui viennent, justement, parce que les papas aussi ou les coparents ont ouais. tout, enfin, ont un Mm. rôle évidemment Oui. central, quoi. C'est ça. Et ça, les papas, justement, c'est la question. Là, avec une collègue sophrologue, on avait mis en place des ateliers autour des papas. Et je trouve que c'est super chouette parce qu'en fait, alors on dit qu'ils s'investissent pas, ou pas trop, mais moi, je trouve que c'est plus qu'ils sont dans la peur du jugement. Mhm. Et c'est Possible, vrai, ouais. et c'est vrai que, bon, on va dire que les femmes en général, hein, on est dans un petit peu cet hyper contrôle, voilà, ils risquent de pas faire comme moi je fais. Du coup, si c'est pas fait comme moi je veux, ben, ça va pas être bien. Et donc, des fois, je pense qu'aussi les papas ont réellement cette difficulté à trouver leur place. Et, euh, et c'est pour ça que voilà, les rendez-vous en anténatal, ben, ça permet aussi au papa de prendre entièrement sa place, de voir comment il peut s'investir, comment la maman peut aussi lâcher prise et déléguer. Et c'est vrai que ces couples-là, ben, je les revois ensemble, les papas viennent. Par contre, quand c'est un rendez-vous, la maman prend voilà, juste pour elle, ou même pour des Ouais. difficultés après avec l'enfant un peu plus tard, les papas sont pas souvent là. Et ça, C'est c'est vrai que dommage, ouais. ouais, ouais. Je trouve ça dommage parce que parents, ça se construit ensemble. On Et est à oui, deux bien sûr. et Mm. et c'est une équipe et il faudrait, je le dis systématiquement, que ben, les papas soient présents. Voilà. Ouais, 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 c'est important, hein. Même dans le cadre aussi de couples séparés, là, comme l'exemple que tu viens Ah, de nous citer, je trouve que c'est super. ah ouais, non mais vraiment, mais alors ce couple vraiment, je me dis, mais ouais, ils se sont séparés, mais limite dans ma tête, je me dis, mais pourquoi ils se sont séparés en fait? Parce que vraiment, ils sont dans. Ils vont bien ensemble. Mais oui, en plus. Mais bon, mais ils avaient leur raison, mais vraiment, Bien sûr. j'ai trouvé ça incroyable. Et puis ils sont venus pour le petit, mais il y avait l'aîné qui était là. Et C'est il y avait bien. vraiment quelque chose dans le cabinet ouais, je sais pas, de magique, quoi, qui se passait. Et je me disais, mais c'est fantastique, en fait, quoi. C'est vraiment fantastique. Ouais. Donc, ouais, il faut que Bah, les papas, voilà, c'est des papas qui écoutent, voilà, ce podcast. Venez, ils sont venez, peu venez, quoi, nombreux, parce que, mais ils existent. mais oui, mais oui. Et puis l'enfant a besoin des deux parents. Mm. Enfin, je dis papa, mais ça peut être aussi le coparent, deuxième maman ou deuxième papa, hein, voilà. Évidemment, oui, oui. Et voilà, il faut que les parents ensemble soient présents parce que c'est hyper important. Et l'enfant sent cette présence des deux parents et il sent que ben, les deux parents œuvrent dans le même sens pour lui, en fait. Et ça, Oui. c'est. Et ça, il le ressent, c'est Ah, bah, indéniable, hein. ah oui, bah, ça, c'est clair. Ouais. Bah écoute, Carole, c'est hyper intéressant là, d'en apprendre plus sur ton métier. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu souhaiterais rajouter pour les mamans principalement, mais pour les parents qui nous écoutent? Ouais. Ben, moi, je pense que vraiment, ce côté émotionnel, en fait, on l'écoute pas trop quand on est enceinte. On se dit oui, mais ça va, je vis bien ma grossesse, tout va bien, ça va bien se passer, l'accouchement, je suis tranquille, etc. Mais je pense qu'on minimise parfois un petit peu ça. Et que je pense que pendant la période de la grossesse, il serait presque, moi je me dis, il faudrait presque que ça rentre dans le parcours de l'accompagnement où justement on va accompagner ben, les couples et les mamans à, euh, à la réalité de ce que ça va être après. Parce que ça aussi, c'est clair qu'il faut pas se mentir, hein. On est dans une société où de ce côté-là, il y a quand même beaucoup de. Alors, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie ou pas, j'en sais rien, hein. Mais voilà, on véhicule beaucoup l'image du couple super heureux, de la maman super en forme, hyper épanouie, qui comprend tous les besoins de son enfant, etc. Sauf que ben, on sait toutes, quand on est passé par là, ben, que c'est pas ça. Voilà. Alors, on peut être, même si le lien se fait très facilement, même si tout va bien, etc., on est d'accord que c'est quand même un changement extrême dans la vie d'une femme et dans la vie d'un couple. Et que rien que pour ça, je pense que c'est important d'envisager de déjà essayer voilà, de préparer l'arrivée de bébé de ce côté-là. Voilà. Ouais, Notamment. la préparation, elle est hyper Ouais. importante. Là, je te rejoins Mm. complètement de mon expérience personnelle, en tout cas. Ouais. Je trouve que c'est vraiment c'est ce qui change tout, finalement. Mm. Pour l'après, même si après c'est rattrapable, évidemment, hein. Mais en C'est tout ça. cas, ouais, l'accompagnement, qu'il soit
en préparation dans l'idéal et même dans la suite, je le trouve trop important. Ah, mais bien sûr, mais ça c'est clair. De même qu'il y a la préparation à l'accouchement, moi je dis, ben, en fait, je vous prépare à la parentalité. Voilà. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça va être votre quotidien de parent dans les. Alors attention, c'est pas que je suis pas dans, je les alarme pas, ils ressortent pas tous déprimés du rendez-vous, mais ils ont les informations, ils ont les clés, ils ont voilà, ils anticipent. Par exemple, soit moi je leur dis, mais préparez des repas. Le dernier mois, vous êtes à la maison, préparez des repas, congelez, prévenez vos familles, vos amis que quand ils viennent vous voir à la maison, on s'en fiche du petit bavoir ou du petit doudou, il aura ce qu'il faut. Par contre, voilà, amener des plats, amener des choses qui réconfortent et aussi penser à la maman et au papa. Ouais. Parce Et pas que qu'au bébé. et pas qu'au bébé. Mm. Parce que ça aussi, tout est centré sur bébé et c'est normal, hein, c'est merveilleux, un petit bout de chou. Mais voilà, la maman, souvent, on peut se sentir complètement isolée, personne ne se soucie Mm. de moi, alors que je viens d'accoucher, j'ai mal partout, je suis épuisée. Bah Donc ouais. voilà, ce soutien Oui. émotionnel-là, il est hyper précieux. Et en tant que famille et amis, dire la présence. C'est-à-dire, même si la maman, je sais que des mamans qui sont pas bien vont pas forcément dire j'ai besoin de toi ou viens, Mm. mais sans cesse leur rappeler. Et ça, Je pour moi, suis c'est un là, cadeau. ouais. Voilà, ça, c'est un cadeau qui vaut tous les bavoirs du monde, en fait. C'est clair, arrêtez d'acheter Voilà, des bavoirs et des bodys, mais c'est ça. soyez présents. C'est ça, exactement. C'est Mm. cette présence-là, voilà. Et Cette ensuite, écoute. au-delà de ça, au-delà de la périnatalité, c'est vraiment, moi, je dis toujours aux parents, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose voilà, qui vous met mal à l'aise dans la relation avec votre enfant, ou que votre enfant, vous n'arrivez plus à le comprendre, il ne faut pas hésiter, voilà, à aller voir les bonnes personnes, en prenant des infos, voilà, de savoir, telle personne est bien, telle personne, attention, moi, ça s'est pas trop bien passé. Mais vraiment aller vers les bonnes personnes et se dire que il n'y a pas de bons ou de mauvais parents. Voilà. Il y a juste des parents qui font avec ce qu'ils ont eu de leur enfance, Et oui, il y a de ça leur aussi, vécu. évidemment, ouais. Ouais. Et moi, je trouve que devenir parent, c'est un formidable finalement cadeau que nous fait la vie de justement pouvoir justement transformer et sublimer finalement tout ce qu'on a vécu en amont pour pouvoir justement faire en sorte d'être épanoui dans ce quotidien de parents et que nos enfants se sentent bien, quoi. Voilà. Et ouais, c'est une belle leçon. Et ben écoute, merci beaucoup, Carole, Merci à toi, pour Lou. ton partage. Ouais. Voilà, tu as été hyper claire sur tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes, et ça me Mm. donne envie de me faire suivre. Même si bon, j'ai déjà un enfant, mais pour la Ouais. suite, on peut toujours avoir besoin, et vraiment, je Ouais, trouve ça c'est ça. Ouais. génial. Tu as l'air d'avoir une approche très, très bienveillante, et ça fait du bien à entendre. Donc, merci Ouais, pour ton c'est la base. témoignage. C'est la base. Ouais, On peut pas dire aux parents d'être bienveillants, empathiques si nous-mêmes on l'est pas. D'accord? c'est Donc, vrai. Mm. ça, voilà, c'est hyper important. Mais en tout cas, merci à toi de m'avoir accordé cette place dans tes podcasts. Ça me fait chaud au cœur. Avec Et plaisir. puis voilà. Et puis, toutes les mamans, les papas, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et c'est quand même une formidable aventure d'être parent malgré tout ce qu'on peut vivre et traverser. Bah oui, bien sûr, malgré les difficultés, ça reste comme tu dis, une aventure formidable. Ah Et oui. puis je mettrai évidemment le lien de ton compte Instagram, de tes Ouais, c'est accompagnements, gentil. de tout ce que tu proposes en description. Et si vous Oui. nous écoutez, que vous sentez que vous avez peut-être besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à vous Mm. rapprocher de Carole. Je suis sûre que vous serez Ouais. bien soutenu et bien épaulé. C'est gentil. Et puis si je peux pas, parce que alors je peux faire aussi de la visio, mais c'est Ouais. vrai que bon, je privilégie quand même le contact, voilà. Je Mais comprends. même si vous êtes loin, que vous avez du mal à trouver, il n'y a aucun souci, je pourrais voilà vous accompagner ou vous orienter voilà vers des professionnels, vers d'autres professionnels. Aucun souci. Eh ben écoute, génial, c'est noté. Merci beaucoup, Carole. Et puis Merci à toi, je Lou. te souhaite d'accompagner plein de Ouais. familles. Ben oui, merci. Au À revoir, plus bonne tard. journée. Salut. Ciao. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode hors série du mois de juillet. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé à mieux comprendre le rôle des consultantes périnatales et parentales. J'admire vraiment ces professions nouvelles qui émergent dans le but non pas de remplacer un suivi médical, mais bien d'accompagner encore plus les femmes et les parents vers un mieux-être général.
N'oubliez pas qu'il existe des professionnels formés, bienveillants et prêts à vous guider, qu'importe le stade de votre parentalité dans lequel vous vous trouvez. Encore une fois, je vous ai listé toutes les ressources en description de l'épisode. N'oubliez pas d'y jeter un œil, surtout si vous ressentez le besoin de parler. Sur ce, je vous laisse profiter de vos vacances tranquilles. Enfin bon, pour celles qui ont la chance d'en avoir cet été. Mais bon, dans tous les cas, je vous dis à toutes à très vite pour un nouvel épisode de Super Mama. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. I'm stressed and strained, anger and pain in the subway train. Now it's 2:30, long gone the rendezvous.